Toutes les relations deviennent déterminées par l'emprise que je peux avoir sur l'autre. Maintenant, je suis dans une situation où il faut d'abord que j'écrase l'autre pour pouvoir être tranquille vis-à-vis de lui. Sinon, c'est lui qui m'écrase. Les pires d'entre les hommes sont capables d'occuper cette fonction. Et c'est à eux qu'il faut faire confiance, aux pires d'entre les hommes, parce que eux n'hésiteront jamais à s'enrichir pour leur propre compte, et cela finira par profiter à tout le monde, puisque les richesses devront bien ruisseler sur le reste de la population. L'équation Mandeville est maintenue. C'est le vice privé qui produit la vertu publique. On y est toujours. Le prix à payer, c'est salir le monde, c'est détruire le monde. Tous les individus de tous les régimes précédents ont été des soumis. L'individu n'a jamais encore existé. Je crois que le capitalisme n'est absolument pas du tout préoccupé par l'advenu de cet individu. Il est préoccupé par le fait qu'il a des entités en face de lui qu'il faut gaver de services marchands et de fantasmes. Que cet individu reste tout seul chez lui, c'est parfait pour lui, mais surtout pas qu'il aille voir les autres. Les individus ont disparu, sont enfermés, ce sont des égos maintenant, ce sont des égoïstes. Chacun enfermé dans son ghetto identitaire et en lutte contre les autres ghettos identitaires. C'est en gros le mode de fonctionnement actuel. Pour moi, c'est vraiment l'antidémocratisme absolu. Daniel Robert Dufour, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Vous êtes philosophe, vos travaux portent sur les fondements de la culture et ses transformations. Et vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on peut retrouver Le divin marché ou L'individu qui vient. Vous avez étudié de près notre société qui s'est formée autour d'individus égoïstes, abandonnés au culte du marché et qui, bien malgré eux, sont en train de conduire notre monde à sa destruction. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter aux sources. Et ça tombe bien, puisque vous avez mené une enquête sur les origines souterraines du capitalisme, une enquête au cours de laquelle vous avez découvert un homme, Bernard Mandeville. Un raccourci fréquent consiste à dire qu'on vit dans une société ultra-individualiste, mais selon vous, l'individu autonome et libre, que le libéralisme appelle de ses voeux, n'existe pas. L'individu reste à inventer. Pourquoi ? Alors, effectivement, je ne souscris pas du tout au diagnostic qui dit que nous vivons dans des sociétés individualistes. Parce que l'individu, son nom l'indique bien, c'est l'individu, l'individuel, et l'individuel n'existe pas hors d'autres individus qui, tout ensemble, constituent un collectif. Donc, pour moi, cet individu, que je... encore, parce que celui qui, donc, serait pour moi un véritable individu, serait celui qui a atteint cette autonomie, on pourrait dire kantienne, de pouvoir penser et agir par lui-même, en sachant qu'il existe d'autres individus qui pensent et agissent aussi par eux-mêmes. Donc l'individu, par définition, ne peut pas être isolé. Or, maintenant, on a affaire à un supposé individu qui est enfermé en lui-même. Donc s'il est enfermé en lui-même, il n'est pas individu, il est tombé dans un puits intérieur, dans son puits égoïste. Il est enfermé dans son égoïsme, mais il n'a plus le souci de l'autre, ce qu'on pourrait appeler le souci de l'autre, qui était le souci kantien de l'autre, qui fait que, à mon avis, c'est la condition pour qu'un véritable individualisme existe maintenant. Je crois que le capitalisme est absolument pas du tout préoccupé par l'advenu de cet individu. Il est préoccupé par le fait qu'il a des entités en face de lui qu'il faut gaver de produits, de manufacturés, de services marchands et de fantasmes, produits par des industries culturelles. Que cet individu reste tout seul chez lui, se gavant de tous ces produits, c'est parfait pour lui, mais surtout pas qu'il aille voir les autres, parce qu'il pourrait fomenter avec les autres des actions qui pourraient dire, mais au fond, dans quel système, dans quel monde sommes-nous? Est-ce que c'est bien d'être comme ça, enfermé dans son égoïsme, dans soi-même, etc. Bon, donc je pense que
nous ne sommes pas dans des sociétés individualistes et je pense que l'individu n'a jamais encore existé. Et ma visée aurait été, encore que je désespère un peu maintenant, quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle L'individu qui vient, c'était maintenant il y a presque 15 ans, 2010 je crois, 2011, c'était de mettre l'accent sur, et en particulier dans le champ d'une gauche qui a toujours été rétive à l'idée d'individu, de dire ce qu'il faut viser, c'est la production d'individus qui pensent et agissent par eux-mêmes, parce que pour penser et agir par soi-même, il faut qu'ils sachent qu'il y en a d'autres dont il faut qu'ils aient souci. Nous sommes loin de tout ceci. Les individus ont disparu, sont enfermés, ce sont des égos maintenant. Ce ne sont plus des individus, ce sont des égoïstes, enfermés dans une sorte d'égotisme entretenu par le monde marchand dans lequel nous sommes. Je n'ai pas encore, je ne suis pas assez désespéré pour avoir renoncé à l'idée qu'un individu enfin puisse exister de nos jours. Je dis n'a jamais existé parce que auparavant, dans les régimes antérieurs, vous savez très bien que l'individu, celui qu'on nommait un sujet, ça vient du latin subjectum. Sujet, ça veut dire, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, ça ne veut pas dire sujet de droit, comme en démocratie. Sujet, ça veut dire soumis. Le subjectum, c'est le soumis. Quand on dit « je suis le sujet du roi », ça veut dire « je suis soumis au roi ». Donc, tous les individus de tous les régimes précédents ont été des soumis. Soumis à Dieu, soumis au polythéisme, soumis à tel monothéisme, soumis au roi, soumis au nazisme, soumis au stalinisme, soumis à tout ce que vous voulez. L'individu n'a encore jamais existé parce que pour qu'il existe, il faudrait que la démocratie ait suffisamment avancé pour qu'elle produise des individus qui pensent par eux-mêmes et agissent par eux-mêmes à côté d'autres individus qui pensent et agissent par eux-mêmes. Nous n'en sommes encore pas là. Je vois cet horizon, depuis que j'ai écrit ce livre, au contraire, à régresser, au profit non pas simplement on n'est pas encore retourné à l'individu, encore que ça vient, l'individu du soumis à Dieu, du soumis à la religion, du soumis au tyran, c'est en train de revenir, hein, la soumission au tyran, ça va revenir, mais on est soumis au marché. Et soumis au marché, c'est quand même être soumis à une instance qui prend en charge cet individu pour lui distribuer ce qu'elle veut lui distribuer et pour pas qu'il accède au reste, c'est-à-dire à la pensée critique qui, pour moi, en tant que philosophe, reste un idéal, je dirais, absolu. Pouvoir penser et agir par soi-même et que cette faculté soit donnée au plus grand nombre. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe dans le fait que d'un côté, on est appelé à cultiver une forme de singularité, d'originalité, mais que de l'autre, on a aussi une très forte pression pour se conformer au groupe avec des référentiels qui sont véhiculés par les médias ou par la culture? Oui, bien sûr. Ça, c'est un des grands drames de notre époque. C'est-à-dire que comme cet individu qui pense et agit par lui-même n'existe pas encore et qu'on fait tout pour qu'il n'existe pas, on rabat cet individu vers des questions identitaires. On a toute une gamme d'identités à vous proposer, donc rentrez bien dans la case de l'individu qu'on vous propose, choisissez bien. Les réseaux sociaux sont faits pour ça, pour vous enfermer dans votre ghetto, où vous allez vous retrouver avec les mêmes que vous, ceux qui présentent le même trait identitaire. Vous allez être content parce que vous allez tous échanger selon vos traits identitaires, et vous allez évidemment combattre ceux qui proposent un autre trait identitaire. C'est en gros le mode de fonctionnement actuel. Chacun enfermé dans son ghetto identitaire et en lutte contre les autres ghettos identitaires. Pour moi, c'est vraiment l'antidémocratisme absolu. La démocratie, c'est ceux où il y a des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des homos, des hétéros, des trans, tout ce que vous voulez, etc. Et que tous ces gens sont capables de discuter entre eux et d'élaborer entre eux des solutions qui valent pour ceux qui dépassent la condition singulière de chacun. La condition qui dépasse cette condition singulière de chacun, c'est que nous sommes dans une commune humanité. Or, l'idée même de commune humanité est en train de disparaître au profit de ces ghettos identitaires
Et je trouve ça un des drames de la culture actuelle. Vous avez beaucoup étudié notre rapport à la télévision, Dans ceux qui s'autorisent à avoir un peu plus que leur part, et même toute la part. en l'occurrence, la maxime kantienne qu'on pourrait résumer par «ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse» est très largement bafouée. Vous expliquez qu'on a tendance à prendre maintenant les gens pour pour un moyen et non plus comme une fin. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça, c'est effectivement la maxime kantienne de l'éthique, fondatrice de l'éthique kantienne, qui oblige à considérer moralement, éthiquement, à considérer l'autre non pas comme un moyen au profit de mes propres fins, mais comme une fin en lui-même. Il a ses fins et je ne peux pas l'utiliser comme un moyen pour qui comble mes fins. Or, nous sommes dans un monde où la maxime kantienne, qui a été fondatrice des Lumières et qui a essaimé, diffusé dans le champ de la formation des individus, très prisée dans le monde de l'éducation et de la formation, est de plus en plus bafouée par ceux qui veulent considérer l'autre comme un moyen pour réaliser mes propres fins. Je te considère comme un moyen pour réaliser mes propres fins. C'est une emprise qui est c'est une entreprise qui est une emprise sur l'autre. Et ça, je trouve que ce n'est pas ce qui peut fonder une civilisation tenable. Parce que alors, on va vers ce que je disais tout à l'heure, vers la guerre civile, vers la stasis. Et donc, il faut revenir à un certain nombre de principes éthiques fondamentaux qui doivent être largement diffusés, qui doivent présider à l'éducation des individus, à la culture, celle de la télévision, celle qui est diffusée un peu partout, qui ne vante pas le fait que je sois noir, blanc, femme, homo, hétéro-masculiniste, tout ce que vous voulez. Ce sont des dimensions qui existent, qui sont importantes, qui doivent absolument être respectées, mais qui ne doivent pas évacuer le fait que je participe d'une commune humanité, et dans cette commune humanité, l'autre doit être reconnu comme quelqu'un qui vaut pour ses propres fins, qui fait valoir ses propres fins, et qui n'est pas assujetti à mes propres fins. Je rappelle quand même que c'est cette maxime kantienne qui a été, dans les régimes très despotiques, violents, tyranniques, proches de la destruction de la civilisation que nous avons connue au XXe siècle, comme dans le nazisme par exemple, le juif était quelqu'un qui devait disparaître. C'est pas quelqu'un qui avait ses propres fins, sa propre religion, etc. Mais il devait disparaître. C'est-à-dire que si on met en jeu d'autres principes pour fonder notre commune humanité, nous allons vers une scission de l'humanité. Il y en a qui vont s'octroyer la possibilité de se donner tous les moyens possibles, y compris à l'encontre des autres, et qui vont mépriser donc les autres dans leur propre fin. Il semble qu'on ait un besoin indépassable de transcendance. C'est le fardeau de la condition humaine. Cette transcendance aujourd'hui